On dit que la mort prévient avant d'arriver, mais pour ma mère, elle est entrée sans frapper. C'est qui Jaguenolais, ce matin glacial, c'est qu'avec elle, un monstre de chair et de sang s'inviterait chez nous. Caché sous le masque d'un grand-père, quand il a souri à ma petite sœur, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qu'aucune jeune fille ne devrait jamais reconnaître. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter comment j'ai survécu et comment j'ai rendu justice de mes propres mains. Une pause, un souffle. Je m'appelle Élise Marie Dubois. J'ai 82 ans aujourd'hui, mais cette histoire commence bien loin, quand je n'avais que 17 ans, dans un coin perdu nommé Val des Pins, niché au cœur des montagnes des Vosges. En Lorraine, un endroit si petit qu'il apparaissait à peine sur les cartes, entouré de hautes forêts qui gardaient nos secrets les plus sombres loin du monde. ICI, tout le monde me connaît comme Mamie Lise, la couturière. Depuis plus de 5 décennies, mes doigts ont transformé fil aiguille en fleurs, oiseaux et rêves sur des courtes pointes, des draps et des robes pour les familles du coin Sea Ismains. Aujourd'hui, ridée comme une vieille pomme, était autrefois ferme et résolue, aussi bien pour coudre que pour faire ce qui devait être fait. Quand le moment était venu, une respiration, un sourire triste. Je suis née dans une famille simple mais digne. Ma mère, Claire Dubois, travaillait comme femme de ménage chez les propriétaires de mines de fer et parfois lavait du linge au bord de la rivière pour arrondir nos fins de mois. Elle était petite, mais d'un courage immense. Quant à mon père, eh bien, je ne connais que les histoires que ma mère racontait à la lueur de la lampe à huile. Il s'appelait Antoine Dubois. Il est parti avant ma naissance, disant qu'il allait chercher du travail dans les aciéries de Nancy, et il n'est jamais revenu. Certains disaient qu'il était mort dans une dispute avec les gardes de l'usine, d'autres qu'il avait fondé une autre famille. La vérité est morte avec ma mère. Nous étions 3 femmes dans notre maison, ma mère, moi et ma petite sœur. Sophie Dubois, que tout le monde appelait Sophie de 8 ans, ma cadette. Nous vivions dans une petite cabane en bois avec un toit en tôle qu'il fallait renforcer à chaque grosse pluie, un sol en terre battue que je balayais 3 fois par jour pour le garder propre et sans poussière. Nous avions peu, mais ce peu était bien tenu, car ma mère disait toujours la pauvreté n'est pas une excuse pour le laisser aller. Avant de continuer mon histoire, je voudrais vous demander un instant, si vous aimez les récits d'une vieille femme comme moi, laissez un petit cœur et abonnez-vous à la chaîne de ma petite fille qui m'aide à enregistrer tout cela. Chaque abonnement est comme une étreinte qui réchauffe mon cœur et cela me donne la force de continuer à partager. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. C'est l'Internet, c'est une chose magique qui me permet d'entrer dans vos maisons à travers toute la France. Et ça fait battre mon vieux cœur, un sourire, une pause. Notre routine était simple, mais épuisante. Nous nous levions alors que le ciel était encore noir, avec les premiers chants des coqs dans la cour. Ma mère préparait un café noir et une galette de maïs quand nous en avions
ou juste une bouillie légère les jours plus difficiles. Puis elle partait travailler dans les maisons des autres et je restais pour m'occuper de notre petite maison, de Sophie, du petit jardin derrière et, et je cousais encore un peu pour gagner quelques sous. Le soir, quand ma mère rentrait épuisée, les pieds gonflés, les mains rouges d'avoir frotté linge et plancher, elle trouvait encore la force de nous raconter des histoires avant de dormir. Et tu dis, Élise, me disait-elle toujours, seule l'éducation te sortira de cette vie. Et j'étudiais ce que je pouvais à la petite école rurale, à presque 2 kilomètres à pied de chez nous. J'ai appris à lire Istanbul, à compter et surtout, j'ai appris à rêver d'un avenir différent. La maîtresse, Mademoiselle Jean, disait que j'avais du talent avec mes mains et avec les lettres, que je pourrais devenir institutrice un jour, qui sait, une pause, un soupir. Notre vie était dure, mais il y avait de l'amour. Ma mère, malgré la fatigue gravée sur son visage, avait toujours une étreinte forte, une caresse douce, une Motgentil. Elle cousait nos vêtements avec des chutes de tissu données par ses employeurs, faisant des miracles avec des étoffes dont personne ne voulait. Elle nous a appris les valeurs, elle le respecte. Et surtout, elle nous a appris à être forte. Une femme dans un monde d'hommes doit être comme un saule, disait-elle. Elle les pliait, pliait encore, mais ne ronge jamais. Nous n'étions pas prêtes pour cet après-midi d'automne. La chaleur commençait à s'intensifier, annonçant un été rude. Ma mère était partie tôt chez Monsieur Lefebvre, le propriétaire de la mine, pour aider à préparer une fête pour le week-end. J'étais à la maison, apprenant à Sophie à broder des fleurs sur un vieux bout de tissu. Quand j'ai vu le fils de Monsieur Lefebvre arriver à cheval, le visage figé, d'une expression qui m'a glacé le sang, c'est ta mère. Élise, a-t-il dit sans descendre, un accident. Viens vite. J'ai pris Sophie par la main et nous avons couru, piats nos, sentant les pierres du chemin nous mordre les pieds, mais ignorant la douleur. Arrivé à la propriété, une petite foule était rassemblée dans la grange où se trouvait le poêle à bois. J'ai poussé les gens et j'ai vu ma mère étendue sur le sol en terre, un filet de sang coulant au coin de sa bouche, son visage d'une couleur étrange. Yamwes vous, Madame Lefebvre, l'épouse du propriétaire, était à genoux à ses côtés, pleurant et se signant. Ça s'est passé si vite, ma chère, m'a-t-elle dit. Prenant ma main, ta mère était là, faisant rôtir un jambon au four, quand soudain elle a gémi, porté la main à sa poitrine et s'est effondrée. On n'a même pas eu le temps d'appeler le docteur. Le docteur Moreau, est arrivé presque 1 heure plus tard, quand il n'y avait plus rien à faire que confirmer ce que tous savaient déjà. Le cœur a-t-il dit, fermant sa sacoche noire, il s'est arrêté d'un coup. Elle n'a pas souffert, comme si cela suffisait à consoler 2 filles devenues orphelines dans un monde qui ne pardonne ni la faiblesse ni la solitude. Les jours suivants ont passé comme un cauchemar brumeux. La famille Lefebvre, dans un rare geste de bonté pour des gens comme nous, a payé pour le cercueil simple et l'enterrement. J'ai regardé ma mère
descendre en terre dans le petit cimetière du village, sous un ciel étrangement bleu, pas trop beau pour un jour si triste. Sophie ne cessait de pleurer, s'accrochant à ma jupe, ne comprenant pas vraiment pourquoi maman était partie sans dire au revoir. Cette nuit-là, nous sommes rentrées, 2 filles seules dans un monde hostile. Je me suis couchée avec Sophie dans ce qui n'était auparavant que mon lit, aucune de nous ne voulant dormir dans le lit vide de notre mère. Je suis restée éveillée toute la nuit, écoutant les sanglots de ma sœur endormie, me demandant ce qu'il adviendrait de nous. Nous n'avions ni proches, ni argent, et la maison où nous vivions était prêtée par un des propriétaires de mines pour qui ma mère travaillait. La réponse est arrivée 3 jours après l'enterrement, sous la forme d'un homme que je ne connaissais que par des histoires, certaines bonnes, Beaucoup, Mauweises. Mon grand-père, Victor Dubois, s'est présenté à notre porte un dimanche matin, monté sur un cheval maigre, avec pour seul bagage une sacoche de sel. C'était un homme de taille moyenne, mais avec une présence qui semblait remplir toute la pièce. Cheveux grisonnants, barbe mal rasée, petits yeux enfoncés, qui semblaient tout évaluer, grandes mains cailleuses de quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler la terre. « Je suis venu vous chercher », a-t-il dit sans cérémonie, entrant sans demander la permission. « Je suis le père de Claire, vous venez vivre avec moi maintenant. » Ce que je savais de lui était peu. De Baum. Ma mère parlait rarement de son père, et quand elle le faisait, il y avait de l'amertume dans sa voix. Je savais que ma grand-mère était morte il y a des années, qu'il vivait seul dans une petite propriété à 5 kilomètres, élevant quelques animaux et cultivant de quoi subsister. Je savais aussi qu'il avait coupé les ponts avec ma mère quand elle était tombée enceinte de moi hors mariage, la chassant de chez lui, disant qu'il ne voulait pas élever une fille sans honte. Mais à ce moment-là, quel choix avions-nous? C'était lui ou l'abandon complet. Peut être la séparation entre Sophie et moi, peut être une vie encore pire à servir comme domestique dans une maison où nous n'aurions même pas droit à nos propres noms. Emballez ce qui est à vous, a-t-il ordonné, regardant notre pauvreté avec mépris, seulement ce qui tient dans un sac de toile, le restait alors le cœur serré comme un poing fermé, la gorge sèche de peur, déguisée en courage, j'ai emballé nos quelques vêtements, la poupée de chiffon de Sophie, la vieille Bible de ma mère et la photo jaunie d'elle que nous gardions comme un trésor, tout tenait dans un seul sac, que mon grand-père a attaché à la selle de son cheval. La petite monte avec moi sur le cheval. Toi, tu suis à pied. A-t-elle dit, soulevant Sophie et la plaçant devant la selle sans douceur, mais sans brutalité non plus. J'ai regardé une dernière fois la cabane qui, malgré toutes les difficultés, avait été notre foyer, l'endroit où ma mère nous avait élevés avec tant d'amour. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées de force. Je ne pleurerai pas devant cet homme qui, d'après ce que je pouvais voir, méprisait tout signe de ce qu'il considérait comme une faiblesse. Ainsi a commencé notre nouvelle vie, une marche de plus de 3 heures jusqu'à la propriété de mon grand-père, moi suivant le cheval maigre sur la route de terre, sentant les cloques se former sur mes pieds, la poussière collant à la sueur,
sur mon visage, l'incertitude collant à mon âme. Sophie montait en silence, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, s'accrochant fermement à la selle du cheval. Quand nous sommes enfin arrivés, j'ai vu une maison en bois simple, mais plus grande que la nôtre, un petit corral avec quelques vaches maigres, une porcherie avec une demi-douzaine de cochons, un poulailler et une zone cultivée où poussait du maïs, des pommes de terre et des haricots. C'était une propriété modeste mais autosuffisante. Personne n'y mourait de faim. Et je pensais, et c'était déjà quelque chose, vous dormirez dans la chambre du fond, a dit mon grand-père en descendant et en aidant Sophie à descendre. Il n'y a qu'un lit, mais ça ira pour deux. Demain matin, nous parlerons des règles de la maison. Cette première nuit était trop étrange. Le matelas de paille était dur, l'eau gèle fine, et la pièce sentait le moisi, comme si personne n'y avait dormi depuis longtemps. J'ai serré Sophie dans mes bras, elle qui pleurait doucement, appelant notre mère, et je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je protégerai ma petite sœur. Je ne savais pas encore de quoi ou de qui je devais la protéger, mais il y avait quelque chose dans le regard de mon grand-père qui me mettait mal à l'aise, une ombre qui passait dans ses petits yeux quand il nous regardait. Surtout, Sophie, je ne pouvais pas imaginer cette nuit-là à quel point mon pressentiment était juste ni ce que nous allions affronter dans les mois suivants, ni que le toit qui nous abritait de la pluie deviendrait une prison, ou que l'homme qui nous accueillait, par obligation de sang, révélerait le démon qu'il portait en lui. Encore moins pouvais-je imaginer que ses mains, qui aujourd'hui réalisent des courtes pointes délicates, seraient un jour tachées de sang au nom d'une justice que personne d'autre ne rendrait pour nous. Les premiers jours chez mon grand-père furent difficiles à supporter, comme une chaussure neuve qui fait mal avant de s'assouplir. Il devint vite clair que Victor ne nous avait pas recueillis par affection ou devoir familial, mais par intérêt. Il avait besoin de mains pour les tâches domestiques qu'il faisait seul depuis des années, depuis la mort de ma grand-mère. Et là, dans cette propriété isolée, 2 filles valaient mieux qu'un ouvrier engagé. Elles ne coûtaient rien au-delà de la nourriture qu'elles mangeaient. Personne ne mange gratis ici, a-t-il dit le premier matin, alors que le soleil venait à peine de se lever et que j'essayais de comprendre comment fonctionnait le vieux poêle à bois rouillé. Soyons clairs sur les règles. Toi et Lise, tu t'occupes de la maison, de la cuisine et du linge. La petite aide là où elle peut. Je m'occupe des cultures et des animaux. Les dimanche matin, nous irons à l'église, au village, pour que personne ne dise que j'élève 2 filles sans la crainte de Dieu. J'ai accepté en silence, car au fond, je m'y attendais déjà. Après tout, quel choix avais-je? Une fille de 17 ans, avec une enfant à charge, sans argent, sans éducation terminée, sans autres proches. Le monde n'est pas tendre pour les femmes seules, encore moins pour des filles. Bientôt, la routine s'est installée. Se lever avant le soleil, préparer le café pour grand-père, s'occuper des poules, faire le déjeuner, laver le linge dans le ruisseau qui coulait derrière la propriété, nettoyer la maison,
entretenir le jardin. Aider Sophie avec les leçons que je lui donnais moi-même, car l'école la plus proche était trop loin pour y aller à pied tous les jours. Le soir, après avoir servi le dîner à mon grand-père, je raccommodais encore des vêtements, égrenais du maïs, épluchais des pommes de terre. Le travail ne s'arrêtait jamais. Sophie, même à seulement 9 ans, faisait ce qu'elle pouvait. Elle balayait la cour, nourrissait les poules, m'aidait à étendre le linge. C'était une fille douce, avec un sourire qui illuminait les jours les plus sombres. Même avec toute la douleur de perdre notre mère, elle trouvait encore de la beauté dans les petites choses. Un papillon bleu dans le jardin, un oisillon tombé du nid, les premières étoiles dans le ciel nocturne. Élise, me demandait-elle parfois quand nous étions seuls, tu crois que maman peut nous voir depuis le ciel? Je suis sûre qu'elle le peut, répondais-je, ravalant la boule dans ma gorge. Et je suis sûre qu'elle est fière de voir comme tu grandis forte et bonne. Pendant presque 3 mois, les choses ont continué ainsi, duras, mais soportables. Mon grand-père parlait peu avec nous au-delà du nécessaire. Il passait ses journées dans les champs ou à s'occuper des animaux et ses nuits à boire de l'eau de vie. Assis sur le porche, fumant ses cigarettes roulées, parfois je le surprenais à nous regarder avec une expression étrange, surtout Sophie. Mais je pensais que c'était juste sa manière, un vieil homme amer qui ne savait pas gérer des enfants, jusqu'à cette nuit qui a tout changé, une nuit de forte pluie, avec des coups de tonnerre qui faisaient trembler la vieille maison. Sophie et moi étions dans notre lit, blottis l'une contre l'autre, essayant de dormir malgré le bruit de la tempête. Mon grand-père avait bu plus que d'habitude. Ce soir-là, c'était le jour où il recevait sa petite pension. Et il rentrait toujours du village plus ivre ces jours-là. Je me suis réveillée au grincement de la porte de la chambre. Dans l'obscurité, je ne voyais que sa silhouette debout dans l'encadrement, tenant la lampe à huile qui projetait des ombres déformées sur les murs. « Viens ici, petite », a-t-il appelé, la voix pâteuse d'alcool. Je pensais qu'il me parlait, mais j'ai vite vu que ses yeux, brillants à la lumière jaunâtre de la lampe, étaient fixés sur Sophie, qui dormait encore. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-père » ai-je demandé, déjà assise dans le lit, le cœur battant, sans savoir exactement pourquoi. « Passe-toi » a-t-il répondu, la voix empreinte d'une irritation contenue l'appétité. « Je veux lui montrer quelque chose, il est tard » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme malgré la peur qui commençait à grandir. « Sophie dort déjà, tu pourras lui montrer demain » Il a fait un pas dans la pièce et l'odeur d'eau-de-vie et de sueur a envahi le petit espace. Ne me dis pas quoi faire dans ma propre maison. Insolente, a-t-il grogné. Je suis l'homme, ici. Vous mangez ce que je vous donne, vous dormez sous mon toit. Maintenant, réveille cette fille et dis-lui de venir avec moi. À ce moment, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne peux pas l'expliquer,
mais c'était comme si je voyais avec une clarté absolue ce qui arriverait si je laissais Sophie partir avec lui, comme si toutes les histoires murmurées par les femmes de la région sur les hommes ivres et les filles sans défense se matérialisaient devant mes yeux. Et les ne va nulle parte, ai-je dit, me levant et me plaçant entre le lit et lui. Retourne dans ta chambre et dors, grand-père, l'alcool parle pour toi. J'ai vu quelque chose passer sur son visage, de la colère, de la surprise, puis un sourire qui m'a glacée jusqu'aux os. Tu as toujours été trop audacieuse, faisant un pas vers moi, tout comme ta mère, pensant que tu as ton mot à dire, mais je vais t'apprendre ta place. Quand il a levé la main pour me frapper, je n'ai pas reculé. J'ai encaissé la gifle de plein fouet et goûtant le goût métallique du sang dans ma bouche, mais j'ai pas bougé de ma place. S'il devait passer, il devrait d'abord me mettre à terre. Sophie s'est réveillée avec le bruit et a commencé à pleurer, effrayée. Cela semblait aggraver son humeur. Tais-toi, petite pleurnicheuse. Je vais te donner une vraie raison de pleurer si tu t'arrêtes pas tout de suite. C'est alors que je l'ai poussée avec toute la force qu'une fille de 17 ans pouvait avoir. J'ai poussé cet homme adulte, le faisant reculer, surpris par l'attaque qu'il n'attendait pas. Sors d'ici, et je criais, saisissant la lampe qu'il avait laissée sur une petite table et la levant comme une arme. Sors de notre chambre maintenant, où je jure que je mettrai le feu à toi et à toute cette maison. Il a dû voir quelque chose dans mes yeux, une détermination sauvage que je ne savais même pas posséder, car il a reculé jusqu'à la porte, me fusillant, du regard avec haine. C'est pas fini, a-t-il menacé, pointant son doigt sur moi. Nous parlerons demain quand je serai sobre et toi moins folle. Après son départ, j'ai sécurisé la porte avec le verrou de fortune que nous avions, un morceau de bois coincé entre la porte et le cadre. Ce n'était pas grand-chose, mais cela donnerait un avertissement s'il essayait d'entrer à nouveau. Je suis revenue au lit, serrant Sophie, qui tremblait de peur. Qu'est-ce que grand-père voulait, Élise? A-t-elle demandé entre ses sanglots? Rien d'important, ai-je menti, caressant ses cheveux. Il a trop bu et était confus. Reindorstoi, petite, je suis là, hein? Rien de mal ne t'arrivera. Mais tandis qu'elle se rendormait dans mes bras, je suis restée éveillée toute la nuit, les yeux fixés sur la porte, le cœur battant dans ma poitrine. Quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose de fondamental. Une ligne avait été franchie et il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, mon grand-père agissait comme si rien ne s'était passé. Il a bu le café que j'avais préparé en silence, puis est sorti dans les champs, comme toujours, mais il y avait une tension dans l'air, aussi dense que le brouillard qui couvrait les champs les matins d'hiver. Je savais que c'était que le début. J'ai passé toute la journée sur le qui-vive, gardant Sophie toujours près de moi, ne la laissant jamais seule un instant. La nuit, quand j'ai entendu ses pas s'approcher de notre chambre, j'ai poussé la lourde commode contre la porte, faisant assez de bruit pour qu'il sache que nous étions éveillées et prêtes. Les pas se sont arrêtés. Und hirschte, puis se sont éloignés. Pour cette nuit, nous étions en sécurité, mais je savais que nous ne pourrions pas continuer ainsi éternellement. Tôt ou tard, il trouverait un moyen, tôt ou tard,
je serai distraite, fatiguée ou simplement pas assez forte pour l'arrêter. C'est 2 semaines, plus tard que le pire est arrivé. J'étais partie chercher de l'eau au ruisseau, laissant Sophie à la maison car elle avait un léger rhume. Ce n'était qu'une question de minutes, le temps de remplir 2 seaux et de revenir. Mais en entrant dans la cuisine, je ne l'ai pas vue là où je l'avais laissée, dessinant à la petite table près du poêle. Sophie, ai-je appelé, sentant un froid dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec le vent de juin. J'ai entendu un bruit étouffé venant de la chambre de mon grand-père, un cri retenu que j'aurais reconnu n'importe où. J'ai laissé tomber les seaux sur le sol sans me soucier de l'eau renversée et Jaikuru. La porte de sa chambre était fermée mais non verrouillée. Quand je l'ai ouverte, la scène que j'ai vue s'est gravée dans ma mémoire pour toujours. Comme un fer rouge marque le cuir, mon grand-père était assis sur le lit et Sophie, mon Dieu, ma petite Sophie, était sur ses genoux, sa robe relevée, ses petites jambes maigres exposées, son visage déformé par la douleur et la confusion. « Qu'est-ce que tu fais a-t-il crié en me voyant repoussant Sophie sur le côté avec une telle force qu'elle est tombée au sol. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas parler. Quelque chose de primitif a pris le dessus. Je n'étais plus Élise, la fille obéissante qui acceptait son sort. J'étais une force de la nature, pure rage, pur instinct de protection. Je me suis jetée sur lui sans réfléchir, mes ongles visant son visage, criant des mots dont je ne me souviens même pas. Il m'a attrapée par les poignets, me projetant contre le mur avec une force qui m'a coupé le souffle. Ta mère était exactement la même, a-t-elle dit, se levant et avançant vers moi, les yeux pleins d'une vieille haine, toujours à penser qu'elle était meilleure que tout le monde. C'est pourquoi elle a été chassée d'ici, c'est pourquoi elle est morte seule, sans personne. Et tu finiras de la même manière si tu n'apprends pas ta place. Quand il a levé la main pour me frapper à nouveau, j'ai vu Sophie se relever derrière lui, saisir un lourd chandelier en métal sur la commode et le frapper de toutes ses forces à l'arrière du genou. Ce n'était pas assez pour le faire tomber, mais cela l'a fait hurler de douleur et se retourner. J'en ai profité pour me relever, attraper Sophie par la main et courir hors de la pièce. Nous avons de nouveau verrouillé la porte de notre chambre, poussant tout ce que nous avions de lourd contre elle. J'ai peur. Élise a pleuré Sophie, recroquevillée dans un coin du lit. Il m'a fait mal. Il a dit qu'il allait m'apprendre à être une bonne fille, mais ça fait tellement mal. Il ne te fera plus jamais de mal. Et ai-je promis, la serrant si fort que je sentais son petit cœur battre contre le mien. Plus Yamais, nous allons partir d'ici. Andrew, a-t-elle demandé, ses grands yeux pleins de larmes? Bonne question. Où pouvions-nous aller? 2 filles seules, sans argent, sans personne. Le village le plus proche était à plus d'une journée de marche. Nous n'avions pas d'autres parents proches dont nous savions l'existence. Les autorités nous renverraient probablement. Au pire, nous sépareraient. Je ne sais pas encore. Ai-je répondu honnêtement,
mais nous trouverons un endroit, je te le promets, cette nuit-là, alors que Sophie s'était enfin endormie, épuisée d'avoir tant pleuré, je suis restée éveillée, planifiant. Nous ne pouvions pas simplement fuir, nous ne survivrions pas une semaine, nous avions besoin d'argent, d'un plan, d'une destination, et nous avions besoin de sécurité immédiate. C'est alors que j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas de sortie facile, que parfois la seule justice possible est celle que nous rendons de nos propres mains, celle que personne d'autre ne rendrait pour nous, car personne ne se souciait de deux pauvres filles au milieu de nulle part. En écoutant les ronflements de mon grand-père à travers le mur mince, j'ai commencé à formuler un plan qui changerait nos vies pour toujours, qui tacherait mes mains de sang, mais qui nous donnerait la liberté, la sécurité que Sophie méritait, que nous méritions toutes les deux. J'ai regardé mes mains à la faible lumière de la lune qui passait par la fenêtre. Encore des mains de jeune fille, avec des callosités récentes du travail dur, des mains qui savaient faire du pain, broder des fleurs, tresser des cheveux, bercer un enfant pour l'endormir, des mains qui connaîtraient bientôt le poids de prendre une vie pour en sauver une autre. Cuoi, qu'il arrive, maman, et je murmurais dans l'obscurité comme une prière. J'espère que tu comprendras pourquoi et que tu seras à nos côtés quand le moment viendra. Dans les jours qui suivirent cet horrible après-midi, Sophie a changé, la lumière dans ses yeux, cette joie naturelle que même la mort de notre mère n'avait pas complètement éteinte, était maintenant couverte d'une ombre. Elle parlait à peine, souriait rarement, elle dormait mal, se réveillant au milieu de la nuit en criant, son petit corps tremblant de terreur à cause de cauchemars qu'elle n'avait pas besoin de me raconter pour que je sache de quoi il s'agissait. Et moi, je brûlais intérieurement. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant grandissait en moi comme une mauvaise herbe après la pluie. Mais je ne pouvais pas me permettre le luxe de perdre le contrôle, d'agir sans réfléchir. Sophie avait besoin de moi entière, forte, lucide. Elle avait besoin d'une grande sœur qui pouvait aussi être mère, père, of protectrice, guérisseuse de l'âme. Les premiers jours, je gardais Sophie toujours à mes côtés. Je ne la laissais pas seule une minute. Nous dormions enfermés dans notre chambre, la lourde commode poussée contre la porte. Pendant la journée, nous faisions les tâches ensemble. Elle m'accompagnait pour chercher de l'eau, laver le linge au ruisseau, nourrir les poules. Même quand je devais cuisiner, je la gardais assise près du poêle, lui racontant des histoires pour la distraire, chantant les chansons que notre mère chantait. Mon grand-père, après cet épisode, s'est un peu retiré. Peut-être était-il effrayé par ma réaction. Peut-être attendait-il simplement une meilleure occasion. Il continuait à nous regarder avec ses petits yeux froids, mais garder ses distances. Parfois, je le surprenais à observer Sophie avec un regard qui me retournait l'estomac, mais il détournait les yeux quand il remarquait que je l'avais vue. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir les efforts maladroits de ma sœur pour paraître bien, pour ne pas m'inquiéter. Elle essayait de sourire quand elle pensait que je la regardais, faisait des dessins colorés comme avant, mais cela n'atteignait pas ses yeux. C'était comme si une partie d'elle avait été enterrée dans cette chambre, avec l'innocence que chaque enfant mérite de conserver. Élise m'a-t-elle demandé une nuit, alors que
nous étions allongés dans le noir. Pourquoi grand-père m'a fait ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux avec cette question. Comment expliquer à une enfant de 9 ans qu'il y a des monstres dans le monde et que parfois ces monstres viennent de notre propre famille? Comment lui faire comprendre que c'était jamais sa faute, que rien de ce qu'elle aurait pu faire ne justifiait ou provoquait cette violence? Non, mon amour, ai-je répondu, tenant ses petites mains dans les miennes, tu n'as rien fait de mal. Yamais, grand-père est celui qui est malade dans la tête et le cœur. Certaines personnes sont comme ça, elles font des choses mauvaises, même en sachant qu'elles ne devraient pas, mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu es parfaite, exactement comme tu es. Alors pourquoi ça fait si mal ici? A-t-elle demandé, pointant sa poitrine, on dirait un trou. Je n'avais pas de réponse facile. Je ne pouvais pas promettre que la douleur passerait vite, car je savais que des blessures comme celle-là laissent des cicatrices qui durent toute une vie. Ce que je pouvais faire, c'était être là, tenir sa main dans l'obscurité, la protéger de plus de douleur, peut être avec beaucoup de soin et d'amour, l'aider à reconstruire un peu de la confiance perdue. La douleur passera petit à petit. Ai-je dit avec toute la sincérité que je pouvais rassembler, elle ne disparaîtra pas complètement, mais elle deviendra plus petite. Et en attendant, nous sommes ensemble. Je ne laisserai plus rien de mal t'arriver. Je le promets, sur la mémoire de notre mère. J'ai commencé à penser à des moyens de lui redonner un peu de joie, un peu de sécurité. Je me suis souvenue des enseignements de ma mère, des herbes qu'elle connaissait, des histoires qu'elle racontait sur la guérison, pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. J'ai commencé à me lever plus tôt que d'habitude, avant le lever du soleil, pour cueillir des herbes dans les bois derrière la maison, de la verveine pour calmer, de la mélisse pour aider à dormir, de la camomille pour les nerfs. Je faisais des tisanes et les donnais à Sophie, racontant des histoires sur la façon dont notre mère disait que ces plantes avaient le pouvoir de chasser les ombres de l'âme. La nuit, quand elle faisait des cauchemars, je chantais doucement à son oreille des berceuses dont je me souvenais de notre enfance. Je tressais ses cheveux tous les jours, lui disant que chaque tresse portait une protection spéciale. C'était superstitieux, peut être même ridicule, mais si cela apportait un peu de réconfort, cela valait la peine. Un mois après ce terrible jour, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Sophie a commencé à chanter en se lavant les mains au bassin. Je l'ai trouvée en train de donner des noms aux poules dans la cour, leur parlant comme elle le faisait avant. Un après-midi, je la entendu rire fragile comme une aile de papillon, mais un rire tout de même quand un poussin nouvellement éclos est monté sur sa chaussure. C'était de petits signes de guérison, fragiles comme les premières pousses après le gel, mais il me remplissait d'espoir. Ma petite sœur retrouvait son chemin vers elle-même, pas à pas, jour après jour. Et je serai là pour la soutenir à chaque étape de ce voyage. Pendant ce temps, je continuais à planifier. Nous n'avions pas d'argent pour fuir, mais j'ai découvert que mon grand-père gardait une petite boîte en métal au fond de son armoire où il mettait le paiement de sa petite pension. J'ai commencé à observer sa routine plus attentivement.
notant quand il allait au village, quand il rentrait. Quand il buvait tellement qu'il s'effondrait sur le porche, j'ai aussi commencé à prêter plus d'attention aux conversations quand nous allions à l'église le dimanche. J'entendais les femmes parler de travail dans des villes plus grandes, de familles cherchant des domestiques, de la nouvelle usine textile qui avait ouvert à Épinal, à presque 100 kilomètres. C'est un de ces dimanches matins que j'ai rencontré Madame Colette Martin, une femme d'une 60aine d'années, veuve d'un marchand, qui venait d'emménager au village. Elle semblait différente des autres femmes là-bas. Elle portait des vêtements de ville, parlait de livres et de musique, et avait une manière douce de s'adresser aux enfants. Why, compris Sophie. Votre petite sœur a des yeux intelligents, m'a-t-elle dit après l'église, alors que nous étions assises sur un banc sur la place. Mon grand-père était parti boire un coup au café avec d'autres hommes, comme il le faisait tous les dimanches, ce qui nous donnait 1 heure ou 2 de liberté. Mais il y a une tristesse dans ses yeux qui n'est pas naturelle pour une enfant de cet âge. J'ai pas répondu immédiatement, méfiante. Je n'avais pas l'habitude que des étrangers remarquent des choses sur nous ou sans souci. La vie n'a pas été facile. Et je finis par dire, gardant les détails pour moi, nous avons perdu notre mère. Il y a quelques mois, Madame Colette a hoché la tête, ses yeux fixés sur les miens d'une manière qui semblait voir plus que je ne voulais montrer. Et maintenant, vous vivez avec votre grand-père, a-t-elle complété? C'était pas une question. Je sais ce que c'est. J'ai aussi perdu ma mère tôt. J'ai été élevée par des proches qui, eh bien, qui n'avaient pas le meilleur des cœurs. Quelque chose dans sa manière de dire, cela m'a fait sentir que j'étais face à quelqu'un qui comprendrait, qui avait peu être vécu des choses similaires. Même ainsi, je restais sur mes gardes. La confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, a-t-elle continué, écrivant quelque chose sur un morceau de papier qu'elle a sorti de son sac. J'habite dans la Maison Bleue, au bout de la rue principale. La porte est toujours ouverte pour vous deux. J'ai gardé ce papier comme un talisman. Je ne savais pas si j'aurais un jour le courage de frapper à cette porte, de faire confiance à cette étrangère avec notre histoire. Mais c'était réconfortant de savoir qu'il y avait au moins une personne au monde qui semblait se soucier. Les semaines passaient et je continuais à être partagée entre m'occuper de Sophie, tenir mon grand-père à distance et planifier notre évasion chaque nuit. Après que ma sœur se soit endormie, je restais éveillée, réfléchissant aux possibilités, aux risques, aux conséquences. J'étudiais le comportement de mon grand-père comme on étudie un prédateur dangereux. Ses habitudes, ces moments de vulnérabilité, ses faiblesses. J'ai remarqué qu'il buvait toujours plus le premier vendredi du mois quand il recevait son paiement. J'ai remarqué que son sommeil était plus profond les nuits chaudes. J'ai remarqué que derrière toute cette brutalité, il y avait un vieil homme et à bien des égards, un homme faible. Oh, la nuit, quand j'étais sûre que Sophie dormait profondément grâce à la tisane de camomille avec une touche de mélisse que j'avais préparée, j'ai décidé d'explorer la maison. Mon grand-père avait trop bu au dîner et ronflait maintenant dans sa chambre.
Même ainsi, je marchais sur la pointe des pieds, évitant les lames de plancher que je savais grinçantes. Je suis entrée dans la cuisine, cherchant quelque chose qui pourrait nous aider. C'est alors que j'ai vu la bouteille, une bouteille en verre sombre que mon grand-père gardait en haut de l'étagère, avec une étiquette écrite à la main qui disait « Poison à rat en lettres maladroites ». Du poison pour les rats qui envahissaient parfois le grenier à maïs. Je suis restée à regarder cette bouteille longtemps, pensant combien ce serait facile. Quelques gouttes dans l'eau de vie qu'il buvait tous les soirs, une fin rapide au cauchemar que nous vivions, la liberté, la justice. J'ai tendu la main, mes doigts effleurant presque le verre. Quand j'ai entendu un bruit derrière moi, je me suis retournée rapidement, le cœur dans la gorge, pour voir Sophie debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les yeux grands ouverts, serrant la poupée de chiffon que je lui avais faite. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» Sa question innocente m'a ramenée à la réalité. À quoi pensais-je? Moi, qui avait toujours été la bonne, la responsable, celle qui suivait les règles, et moi, qui n'avait jamais fait de mal même à une fourmi par méchanceté. J'étais là à envisager de prendre une vie, même si c'était la vie d'un monstre, même si c'était pour protéger, serais-je capable de vivre avec? Plus important encore, voulais-je que Sophie vive avec le poids de savoir que la sœur qu'elle idolâtrait était capable de quelque chose d'aussi définitif? Rianne, petite, ai-je répondu, baissant la main, je cherchais juste un remède pour ta toux. Retournons au lit. Il est tard. En la ramenant dans notre chambre, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un plan différent. Un plan qui ne tacherait pas mes mains de sang, qui ne transformerait pas une tragédie en une tragédie encore plus grande. Un plan qui nous libérerait sans nous détruire dans le processus. C'est alors que j'ai commencé à penser à Madame Colette et à l'offre qu'elle avait faite. Peut-être était-il temps de faire confiance à quelqu'un? Peut-être était-il temps de demander de l'aide, pas pour tuer mon grand-père, mais pour lui échapper, pour sauver Sophie, pour nous sauver? Cette nuit-là, allongée à côté de ma sœur, j'ai senti un changement en moi. La colère était toujours là, lourde comme une pierre dans ma poitrine. Mais à côté, quelque chose de nouveau grandissait. La détermination, pas la détermination désespérée de quelqu'un qui est acculé, mais la détermination calme de quelqu'un qui a trouvé un chemin. Tout ira bien. Petite, ai-je murmuré, sachant qu'elle dormait déjà, d'une manière ou d'une autre, nous sortirons d'ici et un jour, cette douleur que tu portes ne sera plus qu'une vieille cicatrice qui ne fait mal que quand il pleut, et tandis que le vent sifflait à travers les fissures mal scellées des fenêtres, j'ai fait une promesse silencieuse à la mémoire de ma mère. Je ne laisserai pas le monstre qui vivait sous le même toit que nous détruire ce qui restait de l'innocence de Sophie. Je ne le laisserai pas voler notre avenir, comme il avait déjà essayé de voler notre présent. Je protégerai ma petite sœur de toutes mes forces, même si cela signifiait faire des choses dont je ne me serais jamais cru capable, parce que parfois la protection vient d'endroits inattendus et parfois la guérison nécessite un remède amer et ainsi. Dans cette vieille maison, entourée d'ombre, deux filles
enlacés contre le monde, ont commencé à planifier pas seulement leur évasion, mais leur libération. Nous ne savions pas encore comment cette histoire se terminerait, mais nous étions déterminés à être non seulement des survivantes, mais les protagonistes de notre propre destin. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Après avoir passé toute la nuit à retourner les possibilités dans ma tête, comme on trie les haricots pour enlever les charançons, j'ai vu qu'il fallait agir avant qu'il soit trop tard. Celun di Martin, en servant le café à mon grand-père, j'ai observé ses mains tremblantes de la gueule de bois, ses yeux injectés de sang, et j'ai su qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'il n'essaie à nouveau. Je vais emmener Sophie avec moi aujourd'hui pour laver le linge au ruisseau, ai-je dit d'un ton désinvolte, évitant de le regarder directement. Le temps est agréable, l'eau fraîche fera du bien, ça tout. Il a marmonné quelque chose sans lever les yeux de son assiette de gruau et de fruits. C'était son état normal les matins après avoir bu. Silencieux, de mauvaise humeur, mal de tête, désintérêt pour tout ce qui n'était pas lui-même. C'était le meilleur moment pour quitter la maison sans trop de questions. J'ai préparé un baluchon avec quelques-uns de nos vêtements, un morceau de pain de maïs que j'avais gardé de la veille et la poupée de chiffon de Sophie. J'ai caché le tout dans le panier de linge sale recouvert de drap que nous étions censés laver si mon grand-père nous voyait partir avec un baluchon. Il se méfierait immédiatement. À l'aise, petite. Et j'appelais Sophie, qui était dans la cour à nourrir les poules avec du maïs. Aujourd'hui, tu vas m'aider à laver le linge. Le chemin vers le ruisseau était long, presque une demi-heure de marche sur un sentier qui serpentait entre les pâturages et de petits bouts de forêt. C'était le même chemin que nous empruntions 2 fois par semaine pour laver le linge, donc cela ne susciterait pas de soupçons. Au lieu de nous diriger vers notre endroit habituel, j'ai pris la bifurcation qui menait au village Ouvate. Élise a demandé Sophie, confuse par le changement de trajet. Nous allons rendre une petite visite avant de laver le linge, ai-je répondu, serrant sa petite main dans la mienne. Tu te souviens de Madame Colette, la dame de l'église qui nous a parlé dimanche dernier. Nous allons chez elle. Sophie a hoché la tête sans poser plus de questions. Elle me faisait entièrement confiance et cela augmentait encore plus ma responsabilité. Je ne pouvais pas faire un faux pas. Je ne pouvais pas risquer la faible sécurité que nous avions, aussi illusoire soit-elle. Le village était calme à 7 heures du matin. Quelques femmes balayaient les trottoirs devant leur maison. Un chien maigre dormait au milieu de la rue en terre. Le boulanger arrangeait du pain frais dans la vitrine de la petite boutique qui vendait un peu de tout. Personne ne nous prêtait beaucoup d'attention. 2 filles avec un panier de linge étaient un spectacle courant par ici. La maison de Madame Colette était au bout de la rue principale, comme elle l'avait dit. C'était un bâtiment simple mais bien entretenu, peint en bleu clair, avec des pots de fleurs sur le petit porche. Je suis restée devant la grille en bois quelques minutes. Mon courage vigilant. Et si elle ne me croyait pas, et si elle disait à mon grand-père que nous étions venus, et si tout empirait encore, on entre ou pas, Élise a demandé Sophie, impatiente de mon hésitation. Avant que je puisse répondre, la porte de la maison s'est ouverte.
et Madame Colette est apparue portant un tablier sur sa robe simple, ses cheveux gris attachés en un chignon lâche. J'ai cru entendre des voix atelédites. Nous souriant, quelle belle surprise! Un 13, un 13. Je viens de faire un pain de maïs qui refroidit. Il y avait quelque chose dans son sourire, dans la manière dont ses yeux ridés nous regardaient sans jugement, qui m'a donné du courage. J'ai ouvert la grille et nous sommes entrés, Sophie sautillant devant moi. Attirée par la mention du pain de maïs, l'intérieur de la maison était aussi accueillant que sa propriétaire, des meubles simples, mais bien entretenus, des rideaux en dentelle aux fenêtres, un chat noir dormant sur un coussin, l'odeur sucrée du pain de maïs fraîchement cuit mêlée à celle du café frais. Asseyez-vous, a-t-elle invité, indiquant la table de la cuisine couverte d'une nappe brodée. Je vais vous servir un café au lait pour toi, Élise, et un verre de lait avec du miel pour la petite. Ce temps frais appelle quelque chose de chaud dans le ventre, alors qu'elle s'affairait dans la cuisine, préparant tout. J'étais surprise qu'elle se souvienne de nos noms. Plus surprenant encore était la naturalité avec laquelle elle nous traitait, comme si notre visite n'était pas inattendue, comme si elle nous connaissait depuis longtemps, après que nous nous soyons assises, avec Sophie déjà à sa deuxième tranche de pain de maïs. Madame Colette m'a regardé directement dans les yeux. Alors, dis-moi, mon infante, qu'est-ce qui vous amène ici, si tôt, avec ce panier de linge, qui contient clairement plus que des vêtements à laver? J'ai dégluti difficilement, surprise par sa perspicacité. Pendant un instant, j'ai pensé à inventer une excuse, dire que nous passions juste par là, mais quelque chose dans son regard, un regard qui semblait dire « Je sais, ihr comprends » a brisé ma dernière résistance. Et alors, je lui ai tout raconté. J'ai parlé de la mort de notre mère, de comment nous nous sommes retrouvés chez notre grand-père, des premiers mois difficiles mais supportables, et un film à voix basse pour que Sophie, maintenant occupée à jouer avec le chat dans un coin de la cuisine, n'ait pas. J'ai raconté cette terrible nuit et ce qui était arrivé à ma sœur. Madame Colette a tout écouté en silence, hochant simplement la tête de temps en temps. Elle n'a montré ni choc, ni incrédulité, seulement une compréhension profonde et une colère contenue que j'ai vue apparaître au coin de sa bouche. « Vous n'êtes pas les premières, a-t-elle dit, enfin, après que j'ai fini mon récit, et malheureusement, vous ne serez pas les dernières. Des hommes comme votre grand-père existent partout, cachés derrière des masques de respectabilité, protégés par le silence des communautés, par la peur des victimes. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui me faisait réaliser que c'était pas juste de l'empathie, c'était une expérience personnelle. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé, la voix tremblante d'un mélange de peur et d'espoir. Nous ne pouvons pas retourner là-bas. S'il découvre que j'ai parlé, vous ne retournerez pas, a-t-elle affirmé avec une certitude qui m'a réconfortée, du moins pas pour rester sous le même toit que lui, mais vous ne pouvez pas non plus simplement disparaître. Votre grand-père a des droits légaux sur vous, aussi injustes que cela puisse être si vous fouillez. Il peut signaler votre disparition.
et les autorités vous chercheront. Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas pensé à cela. Dans mon esprit, il suffisait de fuir loin, commencer une nouvelle vie dans une autre ville. Mais bien sûr, ce ne serait pas si simple. Alors, il n'y a pas d'issue, ai-je demandé, sentant les larmes que j'avais retenues si longtemps commencer à couler. Je n'ai pas dit ça. A répondu Madame Colette, couvrant ma main de la sienne. J'ai juste dit qu'il faut être plus malin que lui. Et pour ça, ma chère, il faut rendre justice. Le mot justice a flotté entre nous, chargé de signification. C'était pas la justice officielle des gendarmes et des juges qui croyaient rarement les pauvres filles contre les hommes adultes. C'était un autre type de justice, plus ancienne, plus définitif. Comment ai-je murmuré? Une partie de moi effrayée par la réponse, une partie de moi sachant déjà ce qu'elle dirait. De la même manière que les gens comme votre grand-père tombent toujours par leur propre vice, a-t-elle répondu, ses yeux fixés sur les miens. Il boit beaucoup, n'est-ce pas? Et d'après ce que tu as dit, il est complètement inconscient certaines nuits. J'ai hoché la tête, commençant à comprendre où cette conversation allait. Les accidents arrivent tout le temps avec les hommes ivres. A continué Madame Colette, sa voice calme, comme si elle parlait du temps. Ils tombent dans des puits, trébuchent sur des pierres, s'endorment avec des cigarettes allumées et mettent le feu à la maison. On ne pose pas trop de questions sur ces accidents, surtout quand la victime a la réputation de votre grand-père. Un frisson m'a parcouru l'échine. Elle proposait exactement ce que j'avais envisagé cette nuit-là dans la cuisine, quand mes doigts avaient presque touché la bouteille de poison, mais entendre le plan formulé ainsi, avec une telle froideur, rendait tout plus réel, plus effrayant. G, je sais pas si je peux faire ça. Et j'avouais la voix à peine audible. J'ai pas dit que tu devrais le faire. Mon enfant, a-t-elle répondu, un sourire énigmatique sur les lèvres. Juste cela devrait arriver. Et certaines choses sont mieux laissées entre les mains de quelqu'un d'expérience. Je l'ai regardé avec des yeux neufs, percevant les couches de mystère chez cette femme qui m'avait semblé si ordinaire au premier abord, qui était vraiment Madame Colette. Que savait-elle des accidents opportuns et de la justice rendue de ses propres mains? Pourquoi ai-je fini par demander, pourquoi nous aiderais-tu ainsi? Tu nous connais à peine. Elle est restée silencieuse un moment, ses yeux perdus dans un point lointain, comme si elle voyait le passé, parce que personne ne m'a aidée quand j'étais à la place de ta petite sœur, a-t-elle enfin répondu, sa voix portant une vieille douleur, parce que je me suis promis il y a de nombreuses années que si je pouvais un jour empêcher une autre fille de traverser ce que j'ai traversé, je ferais tout ce qui est nécessaire. Et parce que dans le monde où nous vivons, ma chère, parfois la seule justice possible est celle que nous rendons de nos propres mains. J'ai regardé Sophie, qui jouait innocemment avec le chat, inconsciente de la sombre conversation qui se déroulait à quelques mètres d'elle. J'ai pensé à tout ce qu'elle avait déjà souffert, à la douleur que j'avais vue dans ses yeux cet après-midi terrible, au cauchemar qui la réveillait en criant. J'ai aussi pensé à ma mère, comment elle nous avait protégés tant qu'elle le pouvait,
comment elle attendrait de moi que je continue à protéger Sophie maintenant qu'elle n'était plus là. Que devons-nous faire? Ai-je enfin demandé la décision prise? Madame Colette a souri. Pas un sourire de joie, mais de détermination partagée. D'abord, vous resterez ici aujourd'hui. Je vais envoyer un message à votre grand-père disant que je vous ai trouvé malade sur le chemin du ruisseau et que je vous ai amené chez moi. Ça nous donne du temps. Demain, tu retourneras chez lui, comme si de rien n'était, comme si c'était un jour normal. Et Sophie, elle reste avec moi. Nous dirons qu'elle est encore faible à cause d'une fièvre. Votre grand-père ne s'en souciera pas beaucoup. D'après ce que tu as dit, il préfère, quand vous n'êtes pas là, pendant la journée, elle s'est levée, est allée à un vieux buffet dans le coin de la cuisine et est revenue avec une petite bouteille en verre sombre. Ceci, a-t-elle expliqué, est un extrait d'herbe que je connais bien, inoffensif à petite dose. Il calme les nerfs, aide à dormir. À plus forte dose, il provoque un sommeil profond, presque comateux, est mélangé à de l'alcool. Elle a laissé la phrase en suspens, mais j'ai parfaitement compris l'implication. Quand il sera complètement inconsciente, le reste arriverà. Un accident regrettable. Une bougie renversée près des vieux rideaux, une chute dans le puits dans la cour, un trébuchement fatal dans l'escalier de la cave. Je n'ai pas encore décidé ce qui sera le plus convaincant, mais j'ai jusqu'à demain soir pour planifier. Et après, ai-je demandé la bouche sèche de tension. Après, ma chère, vous vivrez avec moi comme mes nièces venues de la ville. Personne ne posera trop de questions. Je suis veuve. J'ai une petite pension de mon défunt mari. Et cette maison est trop grande pour une vieille femme seule. Avec le temps, l'histoire de votre grand-père deviendra juste un autre cas triste d'un vieil ivrogne mort par négligence. Et vous aurez la chance de grandir en paix, de guérir vos blessures, d'avoir l'enfance que vous méritez. Cela semblait trop simple, trop parfait. Mais à ce moment, je m'accrochais à ce plan comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois en haute mer. C'était notre seule chance, notre seul espoir de sortir du cauchemar que nous vivions. Et si quelque chose tourne mal, ai-je demandé, donnant voix à la peur que je ne pouvais pas complètement repousser. Madame Colette a pris mes mains dans les siennes, sa poigne étonnamment forte pour une femme de son âge. Rien ne tournera mal, a-t-elle affirmé avec une confiance absolue, parce que quand nous protégeons ceux que nous aimons, l'univers conspire en notre faveur. Et parce que, ma chère Élise, c'est pas la première fois que je rends justice ainsi. Cette déclaration aurait dû m'effrayer, mais étrangement, elle m'a rassurée. Il y avait une force chez cette femme, une détermination féroce qui me rappelait ma propre mère. Et pour la première fois, depuis des mois, j'ai senti que nous n'étions plus seuls au monde, qu'il y avait juste peu être, une issue à notre enfer particulier. Cette nuit-là, Sophie a dormi paisiblement dans un lit moelleux avec des draps propres. Le chat noir roulait en boule à ses pieds comme un gardien silencieux. Et moi, pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me suis permis de pleurer vraiment, pas des larmes de désespoir ou de peur,
mais des larmes de soulagement, d'espoir, et oui, d'une sombre anticipation pour ce qui viendrait la nuit suivante. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise trop tôt dans cette vie, c'est que parfois nous devons devenir le monstre pour vaincre le monstre, et que dans ce monde injuste, certains ne comprennent que le langage de la violence qu'ils ont eux-mêmes enseigné. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil, le cœur battant dans ma poitrine, comme un tambour un jour de fête. Madame Colette était déjà dans la cuisine, préparant une bouillie d'avoine à la cannelle qui emplissait la maison de son arôme réconfortant. Sophie dormait encore, roulée en boule comme un petit animal entre les draps propres, son visage en paix, sans les lignes d'inquiétude qui étaient devenues si courantes ces derniers temps. « Es-tu prête ?» m'a demandé Madame Colette, me tendant une tasse de café noir fort. « Non !» Et je répondis honnêtement, « Mais je ferai ce qui doit être fait de toute façon. » Elle a souri de cette manière énigmatique qui lui était propre, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. C'est ainsi que fonctionne le vrai courage. Et mon enfant, c'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. J'ai mangé en silence, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. La petite bouteille que Madame Colette m'avait montrée la veille reposait maintenant dans la poche de ma robe, lourde comme une pierre, me rappelant constamment ce que j'étais sur le point de faire. Avant de partir, je suis allée dans la chambre où Sophie dormait. J'ai embrassé son front doucement, inhalant l'odeur de ses cheveux, mémorisant l'image d'elle en paix, protégée. Je reviens bientôt, petite. Et je murmurais, même en sachant qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Et quand je reviendrai, nous commencerons une nouvelle vie. Je le promets. Le chemin de retour vers la maison de mon grand-père n'a jamais semblé si long. Chaque pas était comme marcher contre un vent fort. Chaque mètre conquis avec un effort de l'âme plus que du corps. Je ne portais que le panier de linge, maintenant avec quelques pièces lavées que Madame Colette avait fournies pour maintenir l'apparence de normalité. Quand je suis arrivée, mon grand-père était assis sur le porche, fumant sa cigarette roulée, les yeux mi-clos contre le soleil du matin. Il ne semblait pas particulièrement préoccupé par notre absence. Pendant la nuit, le message que Madame Colette avait envoyé par le fils du boulanger, expliquant que nous étions chez elle, car Sophie était tombée malade, avait suffi à calmer tout soupçon. « Où est la petite ?» a-t-il demandé, en me voyant la voix rauque de tabac et de l'eau-de-vie de la veille, toujours chez Madame Colette. Et je répondis, évitant de le regarder directement. La fièvre n'a pas baissé. Elle a pensé qu'il valait mieux garder Sophie là, bas encore un jour. Il a grogné en réponse, ne montrant ni inquiétude ni soulagement. Pour lui, Sophie n'était qu'une gêne, une bouche de plus à nourrir, au périn, un objet pour ses instincts les plus vils. Cette pensée faisait bouillir mon sang et je devais me concentrer pour garder une expression neutre. Y a-t-il à manger de près ? A-t-il demandé, jetant son mégot par terre. Passencore. Je vais le faire tout de suite. La journée s'est étirée dans une tension que je ressentais seule. Je faisais les tâches habituelles, cuisiner et nettoyer, nourrir les animaux, désherber une partie du jardin. Mon grand-père est allé au champ comme n'importe quel autre jour et revenu pour le déjeuner.
puis est ressortie pour vérifier une clôture cassée dans le pâturage. Tout si normal, si quotidien, alors qu'à l'intérieur, je bouillonnais d'anxiété et de détermination. Dans l'après-midi, j'ai préparé avec un soin particulier le dîner qui serait son dernier. J'ai tué une poule bien grasse, fait un ragoût avec des pommes de terre et des herbes, cuit un pain de maïs au four à bois. Je voulais que ce soit un repas spécial, pas par égard pour lui, mais parce que j'avais besoin qu'il mange bien, boive beaucoup, soit satisfait et somnole. Quand il est rentré en fin d'après-midi, l'odeur de la nourriture emplissait déjà toute la maison. J'ai vu ses yeux briller de gourmandise quand il a vu la table dressée, la poule dorée au centre, la bouteille d'eau-de-vie que j'avais stratégiquement placée à sa portée. C'est pour quelle occasion a-t-il demandé, soupçonneux. Il n'était pas habitué à tant d'égards, rien de spécial. Ai-je répondu, le dos tourné, remuant quelque chose sur le poêle pour qu'il ne voie pas mon visage. J'ai juste pensé que tu méritais un bon dîner après avoir travaillé toute la journée à réparer cette clôture. La mention de son dur labeur a apaisé tout soupçon. Les hommes comme mon grand-père fondent sous la reconnaissance, surtout venant de femmes qu'ils considèrent comme inférieures. Il s'est assis à table avec un sourire satisfait, remplissant déjà son premier verre d'eau-de-vie. « Tu devrais faire ça plus souvent », a-t-il commenté entre deux bouchées. Une bonne cuisine comme ça? Oui, monsieur Aïché acquiescé, le servant à nouveau, veillant à ce que son verre soit toujours plein. Je le ferai plus souvent. Pendant qu'il mangeait et buvait, je me tenais occupée dans la cuisine, attendant le bon moment. Il fallait qu'il soit assez ivre pour ne pas remarquer le goût légèrement amer que le contenu de la bouteille ajouterait à la boisson, mais pas trop ivre pour s'endormir avant d'avoir pris la dose. Le moment est venu quand il en était à sa 3e assiette de nourriture, déjà à mi-chemin de la bouteille d'eau-de-vie. Ses yeux étaient vitreux, sa parole commençait à traîner, mais il était encore conscient et assez alerte pour continuer à manger avec appétit. Je vais chercher plus d'eau-de-vie, ai-je annoncé, prenant la bouteille presque vide. Celle-ci est presque finie. Je suis allée dans la cuisine, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Avec des mains tremblantes, j'ai pris la bouteille dans ma poche, l'ai ouverte et j'ai versé tout son contenu dans la nouvelle bouteille d'eau-de-vie que j'avais mise de côté. J'ai secoué pour bien mélanger, pris quelques respirations profondes pour me calmer. Et je suis revenue dans la salle à manger. Voilà, une nouvelle bouteille. Ai-je dit, la plaçant à côté de lui. Il n'a même pas remercié, il a juste pris la bouteille et rempli son verre à nouveau. Je l'ai regardé boire une longue gorgée profonde et je me suis forcée à ne pas détourner le regard, à ne montrer aucun signe du tumulte qui me dévorait à l'intérieur. La nourriture est trop bonne aujourd'hui, a-t-il commenté, la voix déjà traînante. J'aurais dû tuer ta mère plus tôt, si j'avais su que tu cuisinerais comme ça. Cette phrase, dite sans réfléchir, dans la crudité de l'ivresse, était comme un coup de couteau. Donc c'est ce qu'il pensait, que la mort de ma mère avait été un avantage parce qu'il avait maintenant une meilleure cuisinière. La haine que j'ai ressentie à ce moment a failli me faire perdre le contrôle.
me donnait envie de crier toutes les vérités que je gardais dans ma gorge. Mais je me suis contenue. Ce n'était pas le moment pour des éclats émotionnels, c'était le moment d'attendre, d'observer, de s'assurer que le plan se déroulait comme prévu. Je vais ranger la cuisine et je dis, m'éloignant de la table, mets-toi à l'aise. Il semblait plus m'entendre correctement. Ses yeux étaient mi-clos. Sa tête commençait à pencher en avant. L'effet du mélange était plus rapide que je ne l'avais prévu, ou peu. Était-ce juste la combinaison de la fatigue de la journée, du ventre plein et de la boisson forte depuis la cuisine? Je l'ai regardé lutter pour rester éveillé, remplissant un dernier verre par pur réflexe. Ses mouvements étaient désordonnés. Ses mains, renversant une partie de la boisson sur la table. Enfin, après quelques minutes de plus, j'ai vu sa tête tomber en avant, le verre glissant de ses doigts, relâché et roulant sur la table. Je me suis approchée prudemment. Grand-père, et j'appelais doucement. Pas de réponse. Grand-père, et je répétais plus fort, secouant son épaule. Rien. Il était complètement inconscient. Un ronflement lourd venant de sa bouche entr'ouverte, un filet de bave coulant au coin de ses lèvres. J'ai couru à la fenêtre et allumé la lampe à huile, la plaçant sur le rebord comme nous l'avions convenu, le signal à Madame Colette qu'il était temps. Puis, je me suis assise sur la chaise en face de lui et j'ai attendu, observant le visage de l'homme qui avait transformé notre vie en cauchemar. Je ne sais pas combien de temps a passé jusqu'à ce que j'entende les coups légers à la porte de derrière. Quand je l'ai ouverte, Madame Colette était là, vêtue de noir, silencieuse comme une ombre. C'est fait, a-t-elle demandé, entrant dans la cuisine. Oui, et je répondis, pointant la salle à manger. Il est complètement inconscient. Même un tremblement de terre ne le réveillerait pas maintenant. Elle a hoché la tête. Ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais jamais vue chez personne. Bien, maintenant, va à la maison et prends tes affaires et celles de Sophie, juste l'essentiel, laisse le reste. Et que vas-tu? Et je commençais à demander, mais elle m'a interrompu d'un geste. Moins tu en sais, mieux c'est. Va, hein, et quand tu reviendras chez moi, réconforte ta sœur. Elle s'est réveillée après ton départ et elle est inquiète. J'ai obéi sans poser de questions. Quelque chose dans sa voix, dans la fermeté de ses ordres, ne laissait place à aucun doute ou hésitation. Je suis allée dans notre chambre et j'ai rempli un baluchon avec nos quelques vêtements. La poupée de Sophie, qui était restée la vieille Bible de ma mère, le portrait jauni d'elle, que nous gardions comme un trésor. Quand je suis revenue dans la cuisine, Madame Colette n'était plus là. J'ai entendu des bruits venant de la chambre de mon grand-père, le son de tiroirs ouverts, d'objets déplacés. Quelques minutes plus tard, elle est réapparue, mettant quelque chose dans la poche de sa robe que je n'ai pas pu identifier. Allons-y, a-t-elle dit simplement. Nous sommes sortis par la porte de derrière, la fermant silencieusement derrière nous. La nuit était claire, avec une lune presque pleine éclairant le chemin. Nous avons marché en silence sur le sentier qui menait au village, moi portant notre petit baluchon, elle avec des pas fermes devant moi, comme si elle connaissait le chemin par cœur. Même dans la faible lumière,
Nous atteignions presque la route principale quand nous l'avons entendu. D'abord, un grondement lointain, puis une lueur orange déchirant l'obscurité derrière nous. Je me suis tournée instinctivement et j'ai vu les flammes, hautes, féroces, incontrôlables, dévorant la maison où nous avions vécu ces derniers mois, la maison où mon grand-père, inconscient de la boisson et du médicament, était probablement encore assis à table. Ne regarde pas en arrière, a ordonné Madame Colette, saisissant mon bras fermement. Ce qui est fait maintenant. Nous regardons seulement devant. Le reste de cette nuit est flou dans ma mémoire. Je me souviens d'être arrivée chez Madame Colette, de trouver Sophie éveillée, assise dans le salon, serrant le chat noir, ses yeux grands ouverts d'inquiétude. Je me souviens d'elle courant dans mes bras quand elle m'a vue, l'odeur douce de ses cheveux, la chaleur de son petit corps maigre contre le mien. Où étais-tu, Élise? A-t-elle demandé, la voix épaissie par les pleurs contenus. J'avais peur que tu ne reviennes pas. Je suis là maintenant, petite. Ai-je répondu, tenant son visage entre mes mains, et je ne te quitterai plus jamais, plus jamais, tard dans la nuit, quand Sophie dormait déjà profondément. J'ai entendu des coups à la porte d'entrée. Madame Colette, qui était assise avec moi dans la cuisine, buvant une tisane, s'est levée calmement. Ce doit être le gendarme, a-t-elle dit, lissant son tablier. Resteit, laisse-moi lui parler. Depuis l'ombre de la cuisine, j'ai entendu la conversation dans le couloir. Le gendarme, un homme d'âge, moyen à la voix grave et à l'accent marqué, racontant l'incendie, comment la maison avait brûlé jusqu'aux fondations, comment ils avaient trouvé un corps carbonisé dans les décombres, probablement celui de mon grand-père, une tragédie. Ai-je entendu Madame Colette dire, sa voix portant une tristesse que je savais complètement fausse, ce vice de la boisson, combien de vies a-t-il prises? Il s'est probablement endormi avec sa cigarette allumée, probablement a acquiescé le gendarme et les filles, ces petites filles. Savez-vous où elles sont? ICI. Avec moi, a répondu Madame Colette promptement. La petite était malade. Je les ai ramenées toutes les deux pour passer quelques jours ici pendant qu'elles se remettaient. Heureusement qu'elles n'étaient pas là quand c'est arrivé. Heureusement, a répété le gendarme. Et maintenant, que vont-elles devenir? Elles resteront avec moi, bien sûr, a affirmé Madame Colette avec une certitude calme. Je suis veuve. J'ai de la place et j'ai toujours voulu avoir des filles. Ce sont deux bonnes filles qui ont déjà trop souffert. Elles méritent un foyer, une vraie famille. Il y a eu un silence et j'imaginais le gendarme réfléchir à la situation. Enfin, il y a entendo. Si vous avez besoin de quelque chose pour officialiser la situation, faites-le moi savoir. Merci. Monsieur le gendarme, maintenant, si vous permettez, l'heure est tardive et j'ai deux enfants à consoler demain quand elles apprendront la nouvelle. Quand la porte s'est refermée et que Madame Colette est revenue dans la cuisine, nos regards se sont croisés dans la lumière tamisée. Pas besoin de mots. Elle savait que j'avais tout entendu et
Je savais qu'elle avait fait exactement ce qu'elle avait promis, nous libérer, nous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie. Vaterposer, a-t-elle dit doucement. Demain sera une journée chargée. Nous avons toute une vie devant nous pour construire. Et ainsi, notre renaissance a commencé dans les jours qui ont suivi. Nous avons joué le rôle des orphelines récentes, recevant les condoléances des villageois avec des têtes baissées et des yeux larmoyants. Personne n'a remis en question la version officielle des événements. Un vieil ivrogne qui s'est endormi avec sa cigarette allumée, une tragédie triste mais prévisible. Personne n'a beaucoup pleuré non plus. Mon grand-père n'était pas une personne aimée dans la communauté, avec sa personnalité dure et ses habitudes solitaires. Avec le temps, nous nous sommes adaptés à la nouvelle vie avec Madame Colette. Sophie a recommencé à sourire, à chanter, à jouer comme l'enfant qu'elle était. Les cauchemars n'ont pas complètement disparu, certaines blessures sont trop profondes pour guérir sans laisser de cicatrices, mais sont devenus moins fréquents, moins intenses. J'ai appris l'art de la guérison avec Madame Colette, pas seulement avec les herbes et les plantes médicinales, mais aussi la guérison de l'âme, de l'esprit. J'ai appris que parfois la justice doit être rendue de nos propres mains, surtout quand le monde ferme les yeux sur la souffrance des plus faibles. Les années ont passé, j'ai grandi, je suis devenue femme. J'ai appris le métier de couturière avec Madame Colette et j'ai finalement ouvert ma propre boutique dans une ville plus grande. Sophie est devenue institutrice, réalisant le rêve que notre mère avait pour moi. Elle s'est mariée, a eu des enfants, a vécu la vie pleine qu'elle méritait. Madame Colette nous a quittés quand j'avais 31 ans, s'en allant tranquillement dans son sommeil, de la même manière paisible et déterminée qu'elle avait vécu. Elle nous a laissé la Maison Bleue avec ses connaissances, SS Secrets, et une leçon que je n'oublierai jamais. Parfois, le monde ne rend pas justice et c'est à nous de le faire avec courage et prudence. Une pause, un souffle. Sophie et moi, nous avons construit une vie nouvelle, pas sans douleur, mais avec de l'espoir. J'ai ouvert ma boutique de couture à Épinal, où mes courtes pointes, ornées de fleurs et d'oiseaux, sont devenues connues dans toute la région. Chaque point que je cousais portait un peu de l'amour de ma mère, un peu de la force de Madame Colette et un peu de la promesse que j'avais faite à Sophie, plus jamais personne ne nous ferait de mal. Sophie, ma douce Sophie, a grandi pour devenir une femme forte. Une institutrice qui enseignait aux enfants non seulement les lettres et les chiffres, mais aussi la gentillesse, la résilience. Elle s'est mariée avec un homme bon, un menuisier du village, et a eu 3 enfants, chacun portant un éclat du sourire de notre mère, une respiration, un sourire tendre. Aujourd'hui, à 82 ans, je regarde en arrière et je vois une vie marquée par la perte, mais aussi par la victoire. Sea is Mains, autrefois tachée par la nécessité, ont cousu des rêves, élevé une sœur, construit un foyer. J'ai jamais parlé à Sophie de cette nuit où la maison de notre grand-père a brûlé, de la bouteille sombre, du plan murmuré dans la cuisine de Madame Colette. Certaines vérités sont trop lourdes à porter, même pour les âmes les plus fortes, mais je crois qu'elle sait, à sa manière, que j'ai fait ce qu'il fallait pour nous protéger
Ohne Pause, un regard vers l'horizon. La justice, parfois, n'est pas propre, elle n'est pas belle, mais quand elle est rendue pour protéger ce qu'on aime, elle est nécessaire, comme un feu qui purifie, même s'il laisse descendre. Je vous raconte cette histoire, non pas pour me vanter, ni pour chercher votre pitié. Je la raconte pour toutes les filles qui vivent dans l'ombre d'un monstre, pour toutes celles qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Il y en a une, toujours. Parfois, elles demandent du courage, parfois, elles demandent de l'aide,